de la chronique d'histoire, je suis Théodore Perrault, président de l'association Train de France Passion. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux origines du tunnel sous la Manche, de sa construction, mais également de son futur. Dans un premier temps, nous verrons les différents projets qui ont abouti ou non, les projets proposés et celui finalement qui a été sélectionné par les gouvernements. Nous verrons ensuite la construction de ce tunnel, considéré comme le chantier du siècle. Et enfin, nous allons nous intéresser aux différents trains et circulants. Et finalement, qu'en est-il du tunnel aujourd'hui? Qu'en est-il par rapport à la crise du Covid? Et finalement, comment influe-t-il sur les relations franco-anglaises qui sont compliquées ou non? C'est donc ces différentes questions que je vais essayer d'y répondre. Bien sûr, je ne suis pas encore tout à fait historien et je suis passionné de ferroviaire. Donc, il y aura évidemment une influence des deux. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut arriver que je fasse des erreurs, mais bon, comme l'erreur est humaine. Sur ce, je vous souhaite un agréable épisode et on se retrouve tout de suite pour le début de cette aventure. Première partie sur les origines du tunnel sous la Manche. Donc dans un premier temps, on peut comprendre que l'Angleterre n'a pas eu d'invasion depuis 1066, ce qui remonte déjà à très longtemps, et ceci peut se comprendre à travers une marine de guerre très puissante que nous connaissons, la Royal Navy, et petite parenthèse, c'est ce qui lui a permis également de gagner la Seconde Guerre mondiale. Donc les origines remontent déjà à Napoléon Ier, puisque il avait déjà en tête le fait de relier les deux continents, enfin l'île et le continent européen. Et donc c'est seulement après, sous Napoléon III, que le projet a commencé à émerger. Notamment l'ingénieur français Aimé Thomé de Gamon, et également conseiller sous Napoléon III, a mis au point les premières bases de ce projet. On peut également citer Albert Mathieu Fauré, qui a également participé au mûrissement de ce projet qui est le tunnel sous la Manche, et tout cela se déroulait en 1800. Beaucoup de projets ont vu le jour alors, ça a été notamment des tunnels, des ponts ou encore des montgolfières, avec cet essai raté du 17 juin 1785 dû à des problèmes d'air et de couches protégeant la montgolfière. On peut également citer l'avion, qui a été un exploit puisque Louis Blériot a traversé la Manche, a relié l'île et le continent en à peine 38 minutes, presque aussi rapide finalement que le tunnel sous la Manche lorsque l'on prend. Et cet exploit se déroule le 25 juillet 1909. Le tunnel sous la Manche, donc issu du véritable projet d'Aimé Thomé de Gamon, a fait commencer les travaux en 1882. Et ceux-ci ont malheureusement été arrêtés dû à des protestations du côté anglais. Notamment, on peut le comprendre à travers leur côté isolé et éviter évidemment une invasion, une guerre, un conflit pour envahir la Grande-Bretagne. On se retrouve donc tout de suite pour la deuxième partie. À tout de suite. On se retrouve donc pour cette deuxième partie sur les différents projets qui ont été acceptés pour le tunnel sous la Manche. Le premier projet, c'est Europont, Eurobridge en anglais. C'est un tube de circulation routière à 2 niveaux qui possède 6 voies. C'est donc totalement routier et aucun réseau ferroviaire n'est donc prévu de ce fait.
Le prix de ce projet s'élève à près de 60 milliards de francs et c'est le concurrent le plus direct aujourd'hui, actuellement, d'Eurotunnel. Le deuxième projet, c'est Euroroute. C'est un tunnel à la fois ferroviaire et autoroutier qui sont indépendants entre les deux, l'un de l'autre, avec des ponts à haubans. Et le prix de ce projet-là s'élève à près de 50 milliards de francs. Le troisième projet qui a été retenu, c'est le Transmanche Express. 4 tunnels unidirectionnels, 2 ferroviaires et 2 routiers. Il se compose également de galeries transversales de sécurité. Donc le quatrième projet, celui qui a été finalement retenu, c'est le projet Eurotunnel. C'est celui qui a été inspiré de Thomé de Gamon le plus directement. Et c'est un groupe d'experts qui s'appelle CTG France-Manche, ce qui signifie Channel Tunnel Group France-Manche, qui a été créé en 1985. Les problèmes du troisième projet ont été le fait que les coûts étaient sous-évalués et un système de ventilation qui n'était pas performant. Et donc, l'avantage à la rigueur du quatrième projet, c'était que il coûte à la fois raisonnablement, c'était des prix et une technologie qui étaient maîtrisés, qui avait un prix de près de 31 milliards de dollars. L'avantage de ce projet d'Eurotunnel, c'est aussi qu'il respecte l'environnement et l'espace marin qui est la Manche en creusant ce tunnel. Mais retournons un peu en arrière. Tout cela n'était pas possible sans l'État français et l'État anglais. Ce projet n'aurait pas grâce à la Dame de Fer, Margaret Thatcher, la Prime Minister de la Grande-Bretagne, et de François Mitterrand, le président de la République française. En effet, le 12 février 1986, à la cathédrale de Canterbury, la mise en marche de ce projet, de ce chantier du siècle, est signée. Il est ensuite ratifié seulement le 29 juillet 1987 et c'est à partir de ce moment précis que commencent les travaux du chantier du siècle. Donc le projet Eurotunnel prévoit près de 152 km de forage, dont 37 km sous la Manche, dont dans la couche qu'on appelle la craie bleue, une couche très solide qui se trouve à près de 50 mètres en dessous de la mer. Le projet est donc composé de 4 tunneliers, 2 Français et 2 Anglais. On a connu le nom de Virginie, Pascaline et Brigitte. Non, pas Brigitte Macron bien sûr. Et la quatrième, je viens d'oublier le nom. Les tunneliers vont à une moyenne de près de 3 mètres par heure et les ouvriers ont travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 4 ans en se relayant avec près de 3 équipes. Les tunnels ont donc été terminés le 23 mai et le 28 juin 1991 et on connaît bien sûr la célèbre poignée de main entre le français Philippe Cosette et Graham Fagg le 1er décembre qui célèbre dans toute son ampleur le chantier du siècle. Aussi, lors de cette construction, Eurotunnel est désigné comme étant l'opérateur jusqu'en 2052, ce qui l'exploite dans encore beaucoup d'années. Le constructeur du tunnel, quant à lui, était TML, Trans-Manche Link, qui a fait un accord avec Eurotunnel. On se retrouve donc tout de suite pour la troisième partie. Cette troisième partie, on va parler des différentes caractéristiques du tunnel, les différents trains qui circulent, et qu'en est-il du tunnel aujourd'hui, notamment dû à la crise de Covid et au Brexit. Donc, dans un premier temps, la navette du tunnel sous la Manche, qu'on appelle le shuttle, circule à près de 140 km/h et met pour traverser la Manche près de 35 minutes et peut avoir un convoi derrière lui de près de 20 000 tonnes, ce qui la promeut en tant que première locomotive la plus puissante d'Europe. Elle a une puissance de 7600 chevaux. Le tunnel sous la Manche
est un réel point d'interconnexion. En effet, grâce au tunnel sous la Manche, les gares de London Waterloo, de Paris-Gare du Nord, de la gare aussi de Bruxelles-Midi ont été inaugurées pour accueillir l'Eurostar ou encore le Thalys, puisque les deux compagnies sont étroitement liées et sont presque entièrement détenues par la SNCF. Ce qui est intéressant, c'est que 2/3 des passagers qui circulent dans le tunnel sous la Manche sont des Anglais. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que le financement du tunnel sous la Manche est fait majoritairement par des Français. Ce qui est assez intéressant, puisque l'on comprend bien que les financements ont été basés sur des financements privés pour permettre la construction de ce tunnel. Le tunnel peut accueillir une diversité de transports qui est grande, des camions, des marchandises ou encore des voitures, des touristes qui passent de l'Angleterre au continent européen. Et ce qui fait également la particularité de l'Angleterre, je l'ai déjà dit, c'est le fait que ce soit une île. Ce qui explique notamment le fait que les Anglais étaient très craintifs au point de vue de ce projet de tunnel sous la Manche, puisqu'ils voulaient éviter toute entrée de rage, de contamination, de maladies sur le territoire. Et qu'en est-il finalement aussi de l'Eurostar? Le tunnel, qui est alimenté en 25 000 kilovolts, peut laisser donc circuler le TGV britannique et le TGV français qui s'appelle l'Eurostar. En effet, il peut rouler à près de 160 km/h et met au début près de 3 heures entre Paris et Londres. Mais après l'arrivée de l'HSL ou de la ligne à grande vitesse pour relier la ligne de grande vitesse du Kent, voilà, on comprend finalement que ça est réduit à 2h30, voire 2h10 quand c'est assez rapide. Ce qui est aussi intéressant à comprendre, c'est que il faut réaliser que toutes les 9 minutes, un train rentre dans le tunnel, ce qui est assez rapide, et le trafic mondial se base énormément sur le tunnel sous la Manche. Qu'en est-il du Covid? Qu'en est-il du Brexit? Après le Brexit, évidemment, les douanes, les papiers, la paperasse d'administration, comme on dit, a été fortement augmentée. Et évidemment, ça crée des problèmes, notamment pour les commerces routiers et notamment les touristes. Et le Covid n'améliore pas les choses, puisque le trafic a été foncièrement réduit, avec par exemple un aller-retour par jour en Eurostar, ce qui est quasiment rien. Donc finalement, que ce soit le Covid ou le Brexit, le tunnel sous la Manche a été certes une coopération entre la France et l'Angleterre, mais pose encore quand même des conflits, notamment au vu de la pêche dans la Manche. Et c'est cela qui montre que le tunnel sous la Manche est un exploit et considéré comme le chantier du siècle. Le tunnel sous la Manche n'est pas finalement une idée qui a été récente. En effet, le tunnel sous la Manche, qui a près de 2 siècles d'histoire, n'a finalement que vu le jour bien longtemps après, puisque les financements ont été quand même assez élevés et que la part du marché a été pas mal augmentée. Donc le tunnel sous la Manche a été un exploit considéré comme étant le chantier du siècle et a finalement mis en coopération la France et l'Angleterre, a mis en relation le continent européen et la petite île qu'on connaît qu'est l'Angleterre pour faire partie entière de la mondialisation aujourd'hui. Le Covid et le Brexit ont certes compliqué les choses, mais le tunnel sous la Manche reste un point de passage important. Donc le tunnel sous la Manche a une histoire qui a été assez longue, assez intéressante. Et c'est tout pour aujourd'hui pour les chroniques d'histoire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça nous fait très plaisir, et aussi d'adhérer, parce que comme ça, plus de vidéos et tout le monde est content. A plus les amis!
Salut à tous. Vous croyez vraiment que j'allais juste vous laisser avec 3 parties sur le tunnel sous la Manche? Ça devait être chiant, non? Bon, promis, pour le son je vais m'améliorer, mais là, on a un train qui nous attend. Allez, à tout de suite. C'est parti. Bref, c'est encore moi du coup, là il y a personne, mais quand je vous dis il y a personne, c'est que vraiment quand vous regardez en contrebas, donc là c'est la gare TER en bas, vous voyez c'est là où moi je suis arrivé, c'est vide, et puis il y a un train style toutes les heures, donc c'est assez calme on va dire dans l'ensemble, et on peut voir alors ici derrière moi les quais TGV, d'accord, donc là c'est fermé parce qu'on voit bien avec les portes, alors je vais quand même essayer de l'ouvrir parce que j'adore faire des conneries. Mais non, en fait, c'est pas du tout ouvrable. C'est des trucs avec une clé, bref. Non, je pense pas que c'est une bonne idée en fait. Mais bref, comme ça, vous voyez la gare dans son ensemble et ça a quand même une structure. Alors si je recule, qui est assez intéressante. Alors plus vers là-bas, et ça fait des
ouais, je sais pas, ça fait un toit qui est assez stylé, enfin, je trouve. Donc franchement, ça va, c'est déjà fait. Mais par contre, la gare TER qui se trouve en bas là, vous voyez, bah c'est un peu vide quoi. Bref, du coup, donc là c'est Calais Frétin. Et puis bah maintenant, on va essayer d'aller au tunnel sous la Manche. C'est parti. À tout de suite. Ouais, coucou. Donc bah voilà, hein, je suis au tunnel sous la Manche comme prévu, enfin comme promis. Alors voilà, comme ça vous voyez l'entrée. Espérons qu'il y a un truc qui sort. Alors j'en ai vu un tout à l'heure. Et c'était le shuttle. Quand il y en a un qui rentrait, il y en a un qui sortait. Donc voilà. Bref, donc c'est très sympa. Je l'ai fait absolument pour vous. Parce que je voulais quand même voir l'ampleur de ce projet qui a quand même duré plus de 2 siècles, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis bah, je vous laisse avec quelques petits spots que j'aurais fait pendant mon trajet au tunnel sous la Manche. Certes, ça a baissé avec le Covid, mais bon, c'est quand même un projet d'ampleur. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'adhérer, de faire des dons, ça nous fait très plaisir. Et comme ça, moi, j'ai envie de continuer. Peut-être pour une prochaine chronique d'histoire qui arrivera très bientôt, c'est sûr, puisque j'y travaille dessus. Bref, bonne journée, bonne soirée. Puis du coup, bah, à la prochaine. Ciao!